Le silence n'est jamais neutre lorsqu'il est porté par une figure publique. Il devient une surface de projection où les autres installent leurs certitudes. Ici, le mariage n'apparaît pas comme un acte vécu, mais comme une hypothèse répétée jusqu'à prendre la forme d'un fait. L'union supposée, qualifiée, commentée, agit sans exister. Et dans cet écart précis, entre ce qui est vécu et ce qui est attribué, la vie privée cesse d'être un espace protégé pour devenir un territoire occupé par la spéculation. La rumeur fonctionne comme un mariage sans consentement. Elle associe, elle lie, elle fige, sans demander l'accord de celui qu'elle désigne. Lorsqu'elle parle d'un mariage supposé, elle ne décrit pas une réalité intime. Elle installe une structure sociale autour d'un individu qui n'a rien signé. L'union n'existe pas, mais ses effets, eux, sont immédiats. L'espace privé est annexé par une narration collective qui ne cherche ni preuve ni nuance. Dans ce mécanisme, le silence n'est pas une absence de réponse. Il devient une matière interprétable. Chaque non-dit est traité comme un indice. Chaque refus de clarification est recyclé en confirmation implicite. Le mariage supposé ne se construit pas à partir de faits, mais à partir d'une logique circulaire. On suppose parce qu'il ne dément pas, et il ne dément pas parce que la supposition n'a pas de légitimité. La rumeur s'auto-entretient, autonome, hermétique à toute correction. Ce type de mariage n'engage pas deux personnes, mais une image publique et une attente sociale. Il sert à stabiliser un récit que l'extérieur juge nécessaire. La question n'est pas de savoir si l'union est réelle, mais si elle rassure, si elle classe, si elle permet de ranger une identité dans une catégorie lisible. Le mariage devient alors un outil de lisibilité sociale, pas un choix de vie. La qualification mariage homosexuel ajoute une couche supplémentaire de contraintes. Elle transforme une hypothèse intime en symbole collectif. Ce qui relève de la vie personnelle est sommé de représenter, d'expliquer, parfois de justifier. L'individu disparaît derrière la fonction qu'on lui assigne, celle de confirmation ou de démenti vivant. Refuser ce rôle est perçu comme une dérobade, jamais comme un droit. Dans cette configuration, le mariage n'est plus un engagement libre. Il devient une accusation douce, formulée au nom de la curiosité, de l'ouverture ou d'un prétendu progrès. On n'impose pas le silence par la censure, mais par l'épuisement. Se taire coûte moins que répondre, parce que toute réponse serait immédiatement détournée, amplifiée, reconfigurée. Ce mariage-là n'a pas besoin d'exister pour peser. Il agit comme une contrainte narrative permanente. Il force à vivre avec une identité conjugale attribuée, sans cérémonie, sans intimité, sans possibilité de retrait. Et c'est précisément cette dissociation entre une union qui n'a pas eu lieu et une pression qui, elle, est bien réelle, qui révèle le piège. La rumeur ne cherche pas la vérité. Elle cherche une forme stable à imposer. À partir du moment où le mariage est supposé, il cesse d'être une décision intime pour devenir une charge à gérer. Il n'est plus question d'un lien choisi, mais d'une situation à expliquer. Le simple fait de ne pas confirmer transforme l'union hypothétique en soupçon permanent. Le mariage n'existe pas. Pourtant, il produit une obligation de positionnement, comme si l'absence de déclaration constituait déjà une faute. Cette logique inverse la responsabilité. Ce n'est plus à la rumeur de prouver, mais à l'individu de se défendre contre une narration qu'il n'a pas initiée. Le mariage ici n'est pas un engagement vécu. Il devient un dossier ouvert. On attend une clarification, une mise au point, parfois même une confession. La vie privée est convoquée comme si elle devait rendre des comptes à l'espace public. Dans ce contexte, le mariage supposé agit comme un test de conformité. Peu importe sa réalité, ce qui compte, c'est la manière dont il s'inscrit dans les attentes collectives. Est-il assumé ? Est-il visible ? Est-il compatible avec l'image projetée ? L'union devient un critère d'évaluation morale et médiatique. Elle sert à mesurer la transparence, la sincérité, la cohérence d'un personnage public, indépendamment de son vécu réel. La qualification sexuelle accentue encore cette pression. Le mariage homosexuel, posé comme hypothèse, n'est pas traité comme une possibilité parmi d'autres, mais comme une révélation attendue. Il est chargé d'enjeux symboliques qui dépassent largement l'individu concerné.
Ce dernier se retrouve sommé de porter un débat collectif sans l'avoir choisi, simplement parce que son silence laisse un espace interprétable. Le piège est alors total. Parler revient à entrer dans un cadre imposé. Se taire revient à laisser ce cadre se solidifier. Le mariage, réel ou non, cesse d'être un acte libre. Il devient un instrument de lecture sociale. Il ne sert plus à structurer une vie, mais à stabiliser un récit extérieur. Et ce récit, une fois installé, ne disparaît pas avec un démenti. Il se déplace, se reformule, persiste. Dans cette configuration, la fatigue n'est pas émotionnelle, elle est structurelle. Elle vient de la répétition d'une même situation, être définie par une union que l'on n'a pas revendiquée. Le mariage supposé n'offre aucune protection, aucun bénéfice symbolique. Il ne crée qu'une tension continue entre ce qui est vécu et ce qui est attribué. Ainsi, le mariage cesse d'être un choix parmi d'autres possibles. Il devient une accusation douce, formulée sans hostilité apparente, mais impossible à neutraliser. Une accusation qui n'a pas besoin d'être vraie pour agir, parce qu'elle s'inscrit dans une attente collective plus forte que les faits. Et c'est précisément là que la rumeur gagne, non pas en imposant une vérité, mais en rendant toute autre position inconfortable, voire suspecte. Lorsque le mariage est supposé, le corps devient un terrain d'enquête. Il n'est plus perçu comme une réalité intime, mais comme une source potentielle d'indices. La présence ou l'absence d'un enfant, la possibilité ou non d'une grossesse, tout est scruté comme si la biologie devait trancher ce que la parole refuse de livrer. Le mariage supposé appelle une confirmation matérielle, et le corps est convoqué pour répondre à une question qui n'aurait jamais dû lui être posée. Dans ce contexte, la parentalité cesse d'être une expérience personnelle. Elle devient un argument. L'arrivée d'un enfant n'est plus l'expression d'un choix de vie, mais un élément utilisé pour valider ou invalider une hypothèse conjugale. À l'inverse, l'absence de grossesse ou de projet parental est interprétée comme un signe négatif, une preuve par défaut. Le corps n'est plus vécu, il est interprété. Cette pression produit une distorsion profonde. La biologie, avec ses limites, ses délais, ses contraintes irréversibles, est arrachée à sa temporalité propre. Elle est sommée de répondre au rythme de l'actualité, aux attentes du public, aux fantasmes de cohérence narrative. Le mariage supposé exige une logique visible, et le corps est forcé d'entrer dans cette logique, même lorsqu'elle n'a aucun rapport avec la réalité vécue. La violence de ce mécanisme tient à son caractère apparemment neutre. Il ne s'exprime pas par l'attaque, mais par la question insistante, la comparaison implicite, le doute formulé comme curiosité. Pourquoi pas d'enfant? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence? La grossesse, ou son absence, devient une anomalie à expliquer. Le corps perd son droit à l'opacité. Dans ce système, la responsabilité biologique est détournée. Elle n'est plus liée à la capacité réelle d'assumer une vie supplémentaire, mais à la nécessité de produire un signe lisible. L'enfant, réel ou attendu, se voit assigner une fonction symbolique qu'il n'a jamais demandée. Il devient une pièce dans un raisonnement collectif qui dépasse totalement l'intimité de ceux qu'il concerne. Le mariage supposé révèle alors sa dimension la plus intrusive. Il ne se contente pas de fabriquer une union imaginaire, il redéfinit la manière dont le corps est perçu, jugé, évalué. Il impose l'idée que la vérité conjugale devrait laisser des traces visibles, mesurables, partageables. Tout ce qui échappe à cette visibilité est suspect. À ce stade, le corps n'est plus un espace de liberté, ni même de vulnérabilité. Il devient un champ de bataille silencieux, où se croisent attentes sociales, fantasmes de cohérence et violence interprétative. Le mariage, qu'il existe ou non, a déjà gagné une chose essentielle, le droit de faire intrusion dans ce qui aurait dû rester absolument indisponible au regard collectif. À ce stade, la fatigue ne vient plus de la rumeur elle-même, mais de la position impossible qu'elle impose. Il ne s'agit pas d'être attaqué, mais d'être continuellement sollicité pour clarifier ce qui n'a jamais été mis en débat. La vie privée devient une zone sous surveillance douce, où chaque silence est perçu comme une esquive, chaque limite comme une stratégie. Le mariage supposé ne demande pas à être cru, il exige d'être commenté.
Cette usure est spécifique parce qu'elle ne permet aucun geste décisif. Il n'existe pas de réponse définitive capable de fermer le sujet. Démentir alimente le cycle. Confirmer déplace le problème vers d'autres attentes. Se taire entretient l'interprétation. L'individu est enfermé dans une dynamique où toute position est immédiatement récupérée, reformulée, intégrée à un récit qui ne lui appartient plus. La pression sociale se présente sous une forme acceptable, presque bienveillante. On parle de transparence, de sincérité, de rapport sain au public. Mais derrière ces mots, une exigence persiste, celle de rendre sa vie intelligible pour les autres. Le mariage, réel ou imaginaire, devient un devoir de lisibilité. Il ne suffit plus de vivre, il faudrait rendre cette vie compréhensible, cohérente, rassurante pour ceux qui la regardent de loin. Cette contrainte atteint un point critique lorsque la frontière entre choix personnel et obligation morale s'effondre. Ne pas parler devient suspect. Protéger devient caché. Refuser d'exposer devient refuser de jouer le jeu. Le mariage supposé agit alors comme un révélateur brutal. Il montre à quel point la sphère privée d'une figure publique est tolérée uniquement tant qu'elle reste exploitable. L'usure est d'autant plus profonde qu'elle ne se manifeste pas par des conflits visibles. Elle s'accumule dans les ajustements permanents, les précautions de langage, les décisions prises en fonction de ce qui pourrait être interprété. Le mariage n'existe peut-être pas, mais il influence déjà la manière de se taire, de parler, de se montrer, de disparaître. Il modifie le comportement sans jamais être assumé comme une contrainte légitime. Ce qui est atteint au fond, ce n'est pas l'image, mais la capacité à disposer librement de son propre récit. Être constamment sommé d'expliquer une union hypothétique revient à être privé du droit élémentaire à l'opacité. Le mariage supposé ne vole pas une vérité. Il vole le contrôle du silence. À ce point précis, la question n'est plus celle de l'orientation, ni même celle du mariage. Elle devient plus radicale. Jusqu'où une vie peut-elle rester privée lorsqu'elle est jugée pertinente par l'espace public ? L'usure naît de cette impossibilité de trancher. Et elle laisse une trace durable, non visible, mais structurante. Celle d'une vigilance permanente, imposée par une union qui n'a peut-être jamais eu lieu, mais qui a déjà profondément entamé le droit de vivre sans se justifier. Le plus efficace des pièges est celui qui se présente comme une avancée. Ici, la rumeur ne se formule pas en hostilité, mais en ouverture supposée. Elle se pare des mots du progrès, de la tolérance, de la modernité. Le mariage homosexuel, évoqué sans preuve, devient un symbole que l'on croit légitime d'exiger. Ce qui se dit libérateur agit pourtant comme une nouvelle forme de contrainte. Dans cette logique, ne pas confirmer n'est plus un droit, mais un manquement. Le silence est interprété comme une réticence, parfois comme une lâcheté. L'individu est sommé d'entrer dans un récit collectif présenté comme vertueux. Le mariage cesse alors d'être un engagement intime possible, il devient un acte attendu, presque moralement requis, parce qu'il correspond à une image valorisée par l'époque. Cette pression est d'autant plus violente qu'elle nie toute complexité. Elle refuse l'idée qu'une vie puisse ne pas vouloir être exemplaire. Elle élimine la possibilité d'une neutralité. Soit l'on s'inscrit dans le récit proposé, soit l'on est suspecté de dissimulation. Le mariage supposé fonctionne comme un test d'adhésion idéologique et non comme une réalité vécue. La fatigue qui en découle n'est pas liée à la stigmatisation directe, mais à l'effacement progressif de la nuance. Toute hésitation devient un problème. Toute réserve est interprétée comme une position politique. Le mariage, réel ou imaginaire, est chargé d'un poids symbolique qui écrase l'individu sous une attente qui n'est pas la sienne. Dans ce cadre, la liberté proclamée révèle son envers. Elle ne consiste plus à choisir sa manière de vivre, mais à accepter d'être lisible selon des grilles préétablies. La vie privée est tolérée tant qu'elle confirme une vision rassurante du monde. Dès qu'elle refuse de se prêter au jeu, elle est questionnée, pressée, suspectée. Le piège est là. La rumeur ne cherche pas à nuire, elle cherche à stabiliser un récit confortable. Elle transforme une hypothèse en exigence, une possibilité en obligation symbolique.
Le mariage n'est plus une option parmi d'autres, mais un point de fixation où se cristallisent attentes sociales et fantasmes de cohérence. À ce stade, il devient évident que la question n'est plus celle de la vérité. Elle est celle du contrôle. Qui a le droit de définir ce qu'une vie doit signifier publiquement ? Le mariage supposé révèle cette lutte silencieuse, non pas entre conservatisme et progrès, mais entre le droit de vivre sans être exemplaire et la pression constante de devoir incarner quelque chose pour les autres. Ce mariage n'a peut-être jamais existé, mais il a déjà produit tous les effets d'un fait réel. Il a déplacé les frontières du privé, imposé une vigilance constante, transformé le silence en faute potentielle. La rumeur n'a pas eu besoin d'être vraie pour être agissante. Il lui a suffi d'être répétée dans un espace qui confond curiosité et légitimité. La vérité ici n'est ni cachée ni révélée. Elle est rendue secondaire. Ce qui compte, c'est la pression exercée pour rendre une vie lisible, interprétable, exploitable. Le mariage supposé agit comme un dispositif. Il force à se positionner, à répondre, à se justifier, même lorsque rien n'a été posé comme question initiale. À la fin, il ne reste pas une certitude, mais un constat sec. Dans ce régime de visibilité permanente, l'impossibilité de se taire librement devient la véritable violence. Et ce que l'on appelle progrès révèle parfois son envers le plus dur, celui qui n'accepte plus qu'une vie puisse exister sans servir de preuve, de symbole ou de récit rassurant.